Par une soirée glaciale de décembre à Boston, Nathan Cross avançait d'un pas sûr sur le trottoir brillant de givre, le col de son manteau relevé comme une armure. Les lumières de la ville se reflétaient sur les vitrines, indifférentes, efficaces, à l'image de l'homme qui les traversait. À 48 ans, Nathan avait appris à mesurer le monde en acquisition, en levier de croissance, en décisions prises sans trembler. Il possédait tout ce que l'argent pouvait offrir, et pourtant, quelque chose en lui restait silencieux, comme une pièce fermée depuis trop longtemps. Devant un petit café presque vide, son pas se ralentit. Une enfant se tenait là, frêle silhouette dans le froid, les doigts posés sur un rectangle de carton où des touches de piano avaient été dessinées au feutre. Elle jouait sans bruit, le visage concentré, comme si une musique invisible emplissait l'air autour d'elle. Nathan s'apprêtait à passer, par réflexe, quand le regard de la fillette le cloua sur place. Il n'y avait ni mendicité ni défi dans ses yeux, seulement une détermination calme, presque solennelle. Il s'approcha malgré lui. Elle s'appelait Lila Morgan. Elle n'avait pas d'instrument, pas de manteau épais, mais elle possédait une présence qui dérangeait l'ordre établi. Nathan sentit une vibration familière, un écho lointain de souvenirs qu'il croyait éteints. La façon dont elle jouait réveillait des images enfouies. Une maison d'enfance, des rêves simples. Une sœur qui riait trop fort. Il ne savait pas encore pourquoi cette rencontre l'atteignait, seulement qu'elle fissurait la carapace patiemment construite au fil des années. Le froid mordait ses mains, mais il ne bougeait plus. Autour d'eux, la ville continuait de respirer, pressée, indifférente. Lila, absorbée par sa musique muette, ne cherchait rien de lui. Et c'est précisément cela qui le troubla. Pour la première fois depuis longtemps, Nathan ne contrôlait pas la situation. Il ne savait pas ce qu'il devait faire, ni comment réparer ce qu'il ressentait soudain. Il ignorait encore que cette pause, si brève en apparence, allait bouleverser l'architecture entière de sa vie. Dans ce silence gelé, une porte venait de s'entr'ouvrir. Les jours suivants, l'image de la fillette ne quitta plus l'esprit de Nathan. Au milieu des réunions et des appels, ses doigts tapaient machinalement sur la table comme sur des touches imaginaires. Il retourna devant le café, d'abord en se convainquant qu'il s'agissait d'une simple curiosité, puis avec l'inquiétude sourde de ne pas la retrouver. Lila était là, toujours le même carton, toujours cette concentration presque sacrée. Cette fois, il resta plus longtemps, posa des questions auxquelles elle répondit sans détour, avec la simplicité désarmante des enfants qui n'ont rien à cacher. C'est ainsi que le nom d'Amélia surgit, comme une pierre jetée dans une eau trop calme. Amélia, sa sœur, celle dont on ne parlait plus, celle que la famille avait effacée pour préserver une réputation, un équilibre factice. Nathan sentit une pression dans la poitrine, une colère mêlée de honte. Lila était sa nièce, l'enfant de cette sœur morte seule, loin de tout, pendant que lui bâtissait un empire en détournant le regard. Ce n'était pas seulement une révélation, c'était un verdict. Il comprit soudain que son pouvoir n'avait jamais servi à protéger ce qui comptait vraiment. La musique silencieuse de Lila devenait un reproche constant, une question sans réponse. Il se souvenait d'Amélia, de son rire, de sa passion pour le piano, de la façon dont on lui avait appris à se taire, à disparaître, tout ce qu'il avait accepté par confort. Nathan proposa de l'aider, maladroitement, conscient que l'argent ne pouvait pas réparer une absence. Lila l'écouta, puis reprit son jeu imaginaire, comme si elle avait déjà compris l'essentiel. Ce détachement lui fit plus mal que n'importe quelle accusation. Ce soir-là, Nathan rentra chez lui sans ouvrir son ordinateur. Pour la première fois, il se laissa envahir par le poids du passé. Il réalisa que cet enfant n'était pas apparu par hasard sur son chemin, mais comme une conséquence directe de ses silences. Et au cœur de cette culpabilité naissait une décision fragile, encore informe. Il ne fuirait plus. S'il existait une manière de réparer, elle ne passerait ni par les contrats, ni par les tribunaux, mais par une présence réelle. Il ne savait pas encore comment, seulement qu'il venait de franchir un point de non-retour. Nathan l'accompagna au conservatoire un matin gris, sans escorte ni annonce préalable, comme s'il craignait que trop de bruit n'abîme quelque chose de fragile. Lila marchait à ses côtés, étonnamment calme, le carton serré contre elle comme un talisman. À l'intérieur, l'air sentait le bois ciré et l'exigence. Les professeurs, d'abord sceptiques,
échangèrent des regards rapides quand ils comprirent qu'il ne s'agissait pas d'une mise en scène philanthropique. On installa Lila devant un vrai piano. Les touches blanches brillèrent sous la lumière froide. Elle posa ses mains avec une précision qui ne devait rien au hasard. Quand elle commença à jouer, le temps sembla se replier sur lui-même. Ce n'était pas une démonstration parfaite, mais une vérité nue, traversée d'élan et de silence. Nathan sentit sa gorge se serrer. Il reconnaissait des phrases musicales qu'Amélia fredonnait autrefois, comme si la mémoire avait trouvé un passage. Les professeurs cessèrent de prendre des notes. Lila jouait avec une intensité qui dépassait son âge, comme si chaque accord réparait une fissure invisible. À la fin, il n'y eut pas d'applaudissements immédiats, seulement ce respect rare qui suit les moments sincères. Nathan comprit alors que ce qu'il avait devant lui n'était pas une promesse à façonner, mais une valeur à protéger. Il pensa à toutes les fois où il avait confondu potentiel et rendement. Lila, elle, se leva simplement, chercha son regard, puis sourit comme si rien d'extraordinaire ne venait de se produire. Le conservatoire accepta de l'accompagner, de lui ouvrir ses portes avec prudence et rigueur. Sur le chemin du retour, Nathan resta silencieux. Il savait désormais que son rôle n'était pas de diriger, mais d'assurer un cadre sûr, loin des projecteurs et des attentes voraces. Cette découverte l'apaisa et l'effraya à la fois. Pour la première fois, son influence devait servir à contenir, non à imposer. Il réalisa aussi que ce chemin attirerait des convoitises, que la pureté d'un talent suscite parfois la cupidité des adultes. En regardant Lila marcher devant lui, confiante, il comprit que la vraie épreuve ne serait pas de prouver sa réussite, mais de défendre une innocence. Et cette responsabilité-là ne figurait sur aucun bilan. L'apparition de Victor Hale fut aussi brutale qu'un courant d'air dans une pièce close. Il se présenta comme un parent éloigné, un homme au sourire maîtrisé, porteur de dossiers épais et d'arguments bien huilés. Très vite, Nathan comprit que l'intérêt de Victor ne se portait ni sur Lila, ni sur son avenir, mais sur les chiffres qui entouraient son statut d'orpheline. La procédure judiciaire s'ouvrit sans ménagement, froide, méthodique, transformant une enfant en objet de débat. Les audiences se succédaient dans une salle trop blanche, où les mots pesaient plus lourds que les silences. Nathan, habitué aux négociations, se découvrit maladroit dans cet espace où l'argent ne pouvait pas tout acheter sans laisser de traces. Peter Lawson, le tuteur légal qui avait veillé sur Lila dans l'ombre, tentait de maintenir un équilibre fragile. Lila assistait à ces échanges sans tout comprendre, mais elle sentait la tension, l'incertitude qui planait sur sa vie. Un jour, alors que les adultes se renvoyaient les responsabilités, elle demanda la parole. Sa voix était douce, mais ferme. Elle parla de ce que signifiait rentrer dans une maison où quelqu'un vous attend, de la différence entre être protégé et être possédé. Elle ne parla pas d'argent, ni de droit, mais de présence, de confiance, de musique partagée en silence. La salle se figea. Les juges, pour la première fois, cessèrent de feuilleter les dossiers. Nathan sentit une vague d'émotions l'envahir, mêlée de fierté et de peur. Cet enfant disait tout haut ce que lui-même avait mis des années à comprendre. La famille n'est pas une question de sang ou de signature, mais de soins quotidiens. Victor tenta de reprendre le contrôle, mais quelque chose s'était brisé dans son discours. Les mots de Lila avaient là déplacé le centre de gravité du débat. Quand l'audience fut levée, rien n'était encore décidé, mais l'issue semblait déjà différente. Nathan comprit que, quelle que soit la décision finale, il avait changé. Il n'était plus un homme qui défendait un actif, mais quelqu'un prêt à perdre pour ne pas trahir ce qu'il avait enfin appris à aimer. Le verdict tomba un matin de printemps, sans emphase, presque banal dans sa forme, mais décisif dans ses conséquences. Lila resterait là où elle avait trouvé une stabilité réelle, entourée de Nathan et de Peter Lawson, reconnu comme son tuteur légitime. Victor Hale quitta la salle sans un regard en arrière, laissant derrière lui des dossiers devenus soudain inutiles. Nathan sentit une tension se dissoudre lentement, comme si son corps apprenait enfin à respirer autrement. Les semaines qui suivirent furent simples, presque silencieuses. Il accompagna Lila à ses cours, assista aux répétitions sans s'imposer, apprit à écouter sans intervenir. La richesse reprit sa juste place, un moyen discret, non une boussole. Un soir, il s'assit au fond de la salle du conservatoire.
Les lumières s'éteignirent et Lila entra en scène. Cette fois, il n'y avait ni carton ni illusion. Ses doigts rencontrèrent les touches d'un vrai piano et la musique s'éleva, claire, habitée. Nathan reconnut des fragments d'Amélia, mais sans douleur. La perte s'était transformée en transmission. Autour de lui, le public retenait son souffle, mais lui n'écoutait pas pour être impressionné. Il écoutait comme on veille, avec gratitude. Quand la dernière note s'éteignit, il ne chercha pas les applaudissements. Il chercha le regard de Lila. Elle sourit, simplement. À cet instant, Nathan comprit que la solitude qui l'avait accompagné si longtemps n'avait jamais été une fatalité, mais un choix par défaut. Il avait enfin choisi autrement. En quittant la salle, il sentit une certitude nouvelle, calme et solide. Il n'était plus seulement un homme puissant, ni même un protecteur. Il faisait partie d'une famille, construite non par obligation, mais par présence et responsabilité. Et dans cette musique qui continuait de résonner en lui, il trouva une forme de paix qu'aucun empire n'aurait pu lui offrir. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous croyez qu'un seul acte de bonté peut changer une vie, alors laissez un like, un commentaire et partagez cette vidéo. Votre soutien nous aide à faire rayonner encore plus d'histoires d'amour et de compassion.